Lettre de l'auteur à celui qui a traduit le livre, laquelle peut ici servir de préface. Monsieur, la version que vous avez pris la peine de faire de mes principes est si nette et si accomplie qu'elle me fait espérer qu'ils seront lus par plus de personnes en français qu'en latin et qu'ils seront mieux entendus. J'appréhende seulement que le titre n'en rebute plusieurs qui n'ont point été nourris aux lettres et qui ont une mauvaise opinion de la philosophie, à cause que celle qu'on leur a enseignée ne les a pas contentés, et cela me fait croire qu'il serait bon d'y ajouter une préface qui leur déclara quel est le sujet du livre, quel dessein j'ai eu en l'écrivant, et quelle utilité on en peut tirer. Mais encore que ce serait à moi de faire cette préface, à cause que je dois savoir ces choses-là mieux qu'aucun autre, je ne puis rien obtenir de moi-même, sinon que je mettrai ici en abrégé les principaux points qui me semblent y devoir être traités, et je laisse à votre discrétion d'en faire telle part au public que vous jugerez être à propos. J'aurais voulu premièrement y expliquer ce que c'est que la philosophie, en commençant par les choses les plus vulgaires, comme sont que ce mot philosophie signifie étude de la sagesse, et que par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Et qu'afin que cette connaissance soit telle, il est nécessaire qu'elle soit déduite des premières causes, en sorte que pour étudier à l'acquérir, ce qui se nomme proprement philosopher, il faut commencer par la recherche de ces premières causes, c'est-à-dire des principes. Et que ces principes doivent avoir deux conditions. L'une qu'ils soient si clairs et si évidents que l'esprit humain ne puisse douter de leur vérité lorsqu'il s'applique avec attention à les considérer. L'autre, que ce soit d'eux que dépende la connaissance des autres choses, en sorte qu'ils puissent être connus sans elles, mais non pas réciproquement elles sans eux. Et qu'après cela, il faut tâcher de déduire tellement de ces principes la connaissance des choses qui en dépendent, qu'il n'y ait rien, en toute la suite des déductions, qu'on en fait qui ne soit prémanifeste. Il n'y a véritablement que Dieu seul qui soit parfaitement sage, c'est-à-dire qui ait l'entière connaissance de la vérité de toutes choses. Mais on peut dire que les hommes ont plus ou moins de sagesse, à raison de ce qu'ils ont plus ou moins de connaissance des vérités plus importantes. Et je crois qu'il n'y a rien dans ceci dont tous les doctes ne demeurent d'accord. J'aurais ensuite fait considérer l'utilité de cette philosophie et montré que, puisqu'elle s'étend à tout ce que l'esprit humain peut savoir, on doit croire que c'est elle seule qui nous distingue des plus sauvages et barbares, et que chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux. Et ainsi que c'est le plus grand bien qui puisse être en un état que d'avoir de vrais philosophes. En outre, cela que, pour chaque homme en particulier, il n'est pas seulement utile de vivre avec ceux qui s'appliquent à cette étude, mais qu'il est incomparablement meilleur de s'y appliquer soi-même. Comme sans doute, il vaut beaucoup mieux de se servir de ses propres yeux pour se conduire et de jouir par ce même moyen de la beauté des couleurs et de la lumière, que de les avoir fermés et de suivre la conduite d'un autre. Mais ce dernier parti est encore meilleur que de les tenir fermés et de n'avoir que soi pour se conduire. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu'on trouve par la philosophie. Et enfin, cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que ne l'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas. Les bêtes brutes, qui n'ont que leur corps à conserver, s'occupent continuellement à chercher de quoi le nourrir. Mais les hommes, dont la principale partie est l'esprit, devraient employer leurs principaux soins à la recherche de la sagesse, qui en est la vraie nourriture. Et je m'assure aussi qu'il y en a plusieurs qui n'y manqueraient pas s'ils avaient espérance d'y réussir, et qu'ils sussent combien ils en sont capables.
Il n'y a point d'âme, tant soit peu noble, qui demeure si fort attachée aux objets des sens, qu'elle ne s'en détourne quelquefois pour souhaiter quelque autre bien plus grand, nonobstant qu'elle ignore souvent en quoi il consiste. Ceux que la fortune favorise le plus, qui ont abondance de santé, d'honneur, de richesse, ne sont pas plus exempts de ce désir que les autres. Au contraire, je me persuade que ce sont eux qui soupirent avec le plus d'ardeur après un autre bien, plus souverain que tous ceux qu'ils possèdent. Or, ce souverain bien considéré par la raison naturelle, sans la lumière de la foi, n'est autre chose que la connaissance de la vérité par ses premières causes, c'est-à-dire la sagesse, dont la philosophie est l'étude. Et parce que toutes ces choses sont entièrement vraies, elles ne seraient pas difficiles à persuader si elles étaient bien déduites. Mais parce qu'on est empêché de les croire par l'expérience qui montre que ceux qui font profession d'être philosophes sont souvent moins sages et moins raisonnables que d'autres qui ne se sont jamais appliqués à cette étude, j'aurai ici sommairement expliqué en quoi consiste toute la science qu'on a maintenant et quels sont les degrés de sagesse auxquels on est parvenu. Le premier ne contient que des notions qui sont si claires d'elles-mêmes qu'on les peut acquérir sans méditation. Le second degré comprend tout ce que l'expérience des sens fait connaître. Le troisième, ce que la conversation des autres hommes nous enseigne, à quoi l'on peut ajouter pour le quatrième, la lecture, non de tous les livres, mais particulièrement de ceux qui ont été écrits par des personnes capables de nous donner de bonnes instructions, car c'est une espèce de conversation que nous avons avec leurs auteurs. Et il me semble que toute la sagesse qu'on a coutume d'avoir n'est acquise que par ces 4 moyens, car je ne mets point ici en rang la révélation divine parce qu'elle ne nous conduit pas par degrés, mais nous élève tout d'un coup à une croyance infaillible. Or, il y a eu de tout temps de grands hommes qui ont tâché de trouver un 5e degré pour parvenir à la sagesse, incomparablement plus haut et plus assuré que les 4 autres, c'est de chercher les premières causes et les vrais principes dont on puisse déduire les raisons de tout ce qu'on est capable de savoir, et ce sont particulièrement ceux qui ont travaillé à cela qu'on a nommé philosophes. Toutefois, je ne sache point qu'il y en ait eu jusqu'à présent à qui ce dessein ait réussi. Les premiers et les principaux, dont nous ayons les écrits, sont Platon et Aristote, entre lesquels il n'y a eu autre différence, sinon que le premier, suivant les traces de son maître Socrate, a ingénument confessé qu'il n'avait encore rien pu trouver de certain, et s'est contenté d'écrire les choses qui lui ont semblé être vraisemblables, imaginant à cet effet quelques principes par lesquels il tâchait de rendre raison des autres choses. Au lieu qu'Aristote a eu moins de franchise, et bien qu'il eût été 20 ans son disciple, et qu'il n'eut point d'autres principes que les siens, il a entièrement changé la façon de les débiter et les a proposés comme vrais et assurés, quoiqu'il n'y ait aucune apparence qu'il les ait jamais estimés tels. Or, ces 2 hommes avaient beaucoup d'esprit et beaucoup de la sagesse qui s'acquiert par les 4 moyens précédents, ce qui leur donnait beaucoup d'autorité, en sorte que ceux qui vinrent après eux s'arrêtèrent plus à suivre leurs opinions qu'à chercher quelque chose de meilleur. Et la principale dispute que leurs disciples eurent entre eux fut pour savoir si on devait mettre toute chose en doute, ou bien s'il y en avait quelqu'une qui fusse certaine, ce qui les porta de part et d'autre à des erreurs extravagantes, car quelques-uns de ceux qui étaient pour le doute l'étendaient même jusqu'aux actions de la vie, en sorte qu'ils négligeaient d'user de prudence pour se bien conduire, et ceux qui maintenaient la certitude, supposant qu'elle devait dépendre des sens, se fiaient entièrement à eux, à tel point qu'on dit qu'Épicure osait assurer contre tous les raisonnements des astronomes que le Soleil n'est pas plus grand qu'il paraît. C'est un défaut qu'on peut remarquer en la plupart des disputes, que la vérité étant moyenne entre les 2 opinions qu'on soutient, chacun s'en éloigne, d'autant plus qu'il a plus d'affection à contredire. Mais l'erreur de ceux qui penchaient trop du côté du doute ne fut pas longtemps suivie, et celle des autres a été quelque peu corrigée, en ce qu'on a reconnu que les sens nous trompent en beaucoup de choses. Toutefois, je ne sache point
qu'on ait entièrement ôté cette dernière erreur en faisant voir que la certitude n'est pas dans le sens, mais dans l'entendement seul, lorsqu'il a des perceptions évidentes. Et que pendant qu'on n'a que les connaissances qui s'acquièrent par les 4 premiers degrés de sagesse, on ne doit pas douter des choses qui semblent vraies en ce qui regarde la conduite de la vie, mais qu'on ne doit pas aussi les estimer si certaines qu'on ne puisse changer d'avis lorsqu'on y est obligé par l'évidence de quelques raisons. Faute d'avoir connu cette vérité, ou bien, s'il y en a qui l'ont connue, faute de s'en être servi. La plupart de ceux de ces derniers siècles qui ont voulu être philosophes ont suivi aveuglément Aristote, en sorte qu'ils ont souvent corrompu le sens de ses écrits, en lui attribuant diverses opinions qu'il ne reconnaîtrait pas être siennes s'il revenait en ce monde. Et ceux qui ne l'ont pas suivi, du nombre desquels ont été plusieurs des meilleurs esprits, n'ont pas laissé d'avoir été imbus de ces opinions en leur jeunesse, parce que ce sont les seuls qu'on enseigne dans les écoles, ce qui les a tellement préoccupés qu'ils n'ont pu parvenir à la connaissance des vrais principes. Et bien que je les estime tous et que je ne veuille pas me rendre odieux en les reprenant, je puis donner une preuve de mon dire, que je ne crois pas qu'aucun d'eux désavoue, qui est qu'ils ont tous supposé pour principe quelque chose qu'ils n'ont point parfaitement connu. Par exemple, je n'en sache aucun qui n'ait supposé la pesanteur dans les corps terrestres. Mais encore que l'expérience nous montre bien clairement que les corps qu'on nomme pesants descendent vers le centre de la Terre, nous ne connaissons point pour cela quelle est la nature de ce qu'on nomme la pesanteur, c'est-à-dire la cause ou du principe qui les fait ainsi descendre, et nous le devons apprendre d'ailleurs. On peut dire la même chose du vide et des atomes, et du chaud et du froid, du sec, de l'humide, et du sel, du soufre et du mercure, et de toutes les autres choses semblables que quelques-uns ont supposées pour leur principe. Or, toutes les conclusions que l'on déduit d'un principe qui n'est point évident ne peuvent aussi être évidentes, encore qu'elles en seraient déduites évidemment. D'où il suit que tous les raisonnements qu'ils ont appuyés sur de tels principes n'ont pu leur donner la connaissance certaine d'aucune chose, ni par conséquent les faire avancer d'un pas en la recherche de la sagesse. Et s'ils ont trouvé quelque chose de vrai, ce n'a été que par quelques-uns des 4 moyens ci-dessus déduits. Toutefois, je ne veux rien diminuer de l'honneur que chacun d'eux peut prétendre. Je suis seulement obligé de dire, pour la consolation de ceux qui n'ont point étudié, que tout de même qu'en voyageant, pendant qu'on tourne le dos au lieu où l'on veut aller, on s'en éloigne d'autant plus qu'on marche plus longtemps et plus vite, en sorte que, bien qu'on soit mis par après dans le droit chemin, on ne peut pas y arriver si tôt que si on n'avait point marché auparavant. Ainsi, lorsqu'on a de mauvais principes, d'autant qu'on les cultive davantage et qu'on s'applique avec plus de soin à en tirer diverses conséquences, pensant que ce soit là bien philosophé, d'autant s'éloigne-t-on davantage de la connaissance de la vérité et de la sagesse. D'où il faut conclure que ceux qui ont le moins appris de tout ce qui a été nommé jusqu'ici philosophie sont les plus capables d'apprendre la vraie. Après avoir bien fait entendre ces choses, j'aurais voulu mettre ici les raisons qui servent à prouver que les vrais principes par lesquels on peut parvenir à ce plus haut degré de sagesse, auquel consiste le souverain bien de la vie humaine, sont ceux que j'ai mis en ce livre. Et 2 seuls sont suffisantes à cela, dont la première est qu'ils sont très clairs, et la seconde qu'on en peut déduire toutes les autres choses. Car il n'y a que ces 2 conditions qui soient requises en eux. Or, je prouve aisément qu'ils sont très clairs, premièrement par la façon dont je les ai trouvés, à savoir en rejetant toutes les choses auxquelles je pouvais rencontrer la moindre occasion de douter, car il est certain que celles qui n'ont pu en cette façon être rejetées, lorsqu'on s'est appliqué à les considérer, sont les plus évidentes et les plus claires que l'esprit humain puisse connaître. Ainsi, en considérant que celui qui veut douter de tout ne peut toutefois douter qu'il ne soit pendant qu'il doute, et que ce qui raisonne ainsi, en ne pouvant douter de soi-même et doutant néanmoins de tout le reste, n'est pas ce que nous disons être notre corps, mais ce que nous appelons notre âme ou notre pensée,
j'ai pris l'être ou l'existence de cette pensée pour le premier principe, duquel j'ai déduit très clairement les suivants, à savoir qu'il y a un Dieu, qui est l'auteur de tout ce qui est au monde, et qui, étant la source de toute vérité, n'a point créé notre entendement de telle nature qu'il se puisse tromper au jugement qu'il fait des choses dont il a une perception fort claire et fort distincte. Ce sont là tous les principes dont je me sers touchant les choses immatérielles ou métaphysiques, desquels je déduis très clairement ceux des choses corporelles ou physiques, à savoir qu'il y a des corps étendus en longueur, largeur et profondeur, qui ont diverses figures et se meuvent en diverses façons. Voilà en somme tous les principes dont je déduis la vérité des autres choses. L'autre raison qui prouve la clarté de ces principes est qu'ils ont été connus de tout temps, et même reçus pour vrais et indubitables par tous les hommes, excepté seulement l'existence de Dieu, qui a été mise en doute par quelques-uns à cause qu'ils ont trop attribué aux perceptions des sens, et que Dieu ne peut être vu ni touché. Mais encore que toutes les vérités que je mets entre mes principes aient été connues de tout temps, de tout le monde, il n'y a toutefois eu personne jusqu'à présent que je sache qui les ait reconnus pour les principes de la philosophie, c'est-à-dire pour tels qu'on en peut déduire la connaissance de toutes les autres choses qui sont au monde. C'est pourquoi il me reste ici à prouver qu'elles sont telles, et il me semble ne le pouvoir mieux qu'en le faisant voir par expérience, c'est-à-dire en conviant les lecteurs à lire ce livre. Car encore que je n'y ai pas traité de toutes choses, et que cela soit impossible, je pense avoir tellement expliqué toutes celles dont j'ai eu occasion de traiter, que ceux qui les liront avec intention auront sujet de se persuader qu'il n'est pas besoin de chercher d'autres principes que ceux que j'ai donnés pour parvenir à toutes les plus hautes connaissances dont l'esprit humain soit capable. Principalement si, après avoir lu mes écrits, ils prennent la peine de considérer combien de diverses questions y sont expliquées, et que, parcourant aussi ceux des autres, ils voient combien peu de raisons vraisemblables on a pu donner pour expliquer les mêmes questions par des principes différents des miens. Et, afin qu'ils entreprennent cela plus aisément, j'aurais pu leur dire que ceux qui sont imbus de mes opinions ont beaucoup moins de peine à entendre les écrits des autres et à en connaître la juste valeur que ceux qui n'en sont point imbus. Tout au contraire de ce que j'ai tantôt dit de ceux qui ont commencé par l'ancienne philosophie, que d'autant qu'ils y ont plus étudié, d'autant ils ont coutume d'être moins propres à bien apprendre la vraie. J'aurais aussi ajouté un mot d'avis touchant la façon de lire ce livre, qui est que je voudrais qu'on le parcourût d'abord tout entier ainsi qu'un roman, sans forcer beaucoup son attention ni s'arrêter aux difficultés qu'on y peut rencontrer, afin seulement de savoir en gros quelles sont les matières dont j'ai traité, et qu'après cela, si on trouve qu'elles méritent d'être examinées et qu'on ait la curiosité d'en connaître les causes, on le peut lire une seconde fois pour remarquer la suite de mes raisons. Mais qu'il ne se faut pas de rechef rebuté si on ne la peut assez connaître partout et qu'on ne les entende pas toutes. Il faut seulement marquer d'un trait de plume les lieux où l'on trouvera de la difficulté et continuer de lire sans interruption jusqu'à la fin. Puis, si on reprend le livre pour la 3e fois, j'ose croire qu'on y trouvera la solution de la plupart des difficultés qu'on aura marquées auparavant et que s'il en reste encore quelques-unes, on en trouvera enfin la solution en relisant. J'ai pris garde, en examinant le naturel de plusieurs esprits, qu'il n'y en a presque point de si grossiers ni de si tardifs qu'ils ne fussent capables d'entrer dans les bons sentiments et même d'acquérir toutes les plus hautes sciences s'ils étaient conduits comme il le faut. Et cela peut aussi être prouvé par la raison. Car puisque les principes sont clairs et qu'on n'en doit rien déduire que par des raisonnements très évidents, on a toujours assez d'esprit pour entendre les choses qui en dépendent. Mais outre l'empêchement des préjugés, donc aucun n'est entièrement exempt, bien que ce soit ceux qui ont le plus étudié les mauvaises sciences auxquelles ces préjugés nuisent le plus, il arrive presque toujours que ceux qui ont l'esprit modéré négligent d'étudier parce qu'ils n'en pensent pas être capables, et que les autres qui sont plus ardents se hâtent trop, d'où vient qu'ils reçoivent souvent des principes qui ne sont pas évidents et qu'ils en tirent des conséquences incertaines.
C'est pourquoi je voudrais assurer ceux qui se défient trop de leur force qu'il n'y a aucune chose en mes écrits qu'ils ne puissent entièrement entendre s'ils prennent la peine de les examiner, et néanmoins aussi avertir les autres que même les plus excellents esprits auront besoin de beaucoup de temps et d'attention pour remarquer toutes les choses que j'ai eu dessein d'y comprendre. Ensuite de quoi, pour faire bien concevoir quel but j'ai eu en les publiant, je voudrais ici expliquer l'ordre qu'il me semble qu'on doit tenir pour s'instruire. Premièrement, un homme qui n'a encore que la connaissance vulgaire et imparfaite que l'on peut acquérir par les 4 moyens ci-dessus expliqués, doit avant tout tâcher de se former une morale qui puisse suffire pour régler les actions de sa vie, à cause que cela ne souffre point de délai et que nous devons surtout tâcher de bien vivre. Après cela, il doit aussi étudier la logique, non pas celle de l'école car elle n'est à proprement parler qu'une dialectique qui enseigne les moyens de faire entendre à autrui les choses qu'on sait, et même aussi de dire sans jugement plusieurs paroles touchant celles qu'on ne sait pas, et ainsi elle corrompt le bon sens plutôt qu'elle ne l'augmente. Il faut étudier la logique qui apprend à bien conduire sa raison pour découvrir les vérités qu'on ignore. Et parce qu'elle dépend beaucoup de l'usage, il est bon qu'il s'exerce longtemps à en pratiquer les règles touchant les questions faciles et simples comme sont celles des mathématiques. Puis, lorsqu'il s'est acquis quelque habitude à trouver la vérité en ces questions, il doit commencer tout de bon à s'appliquer à la vraie philosophie, dont la première partie est la métaphysique qui contient les principes de la connaissance, entre lesquels est l'explication des principaux attributs de Dieu, de l'immatérialité de nos âmes et de toutes les notions claires et simples qui sont en nous. La seconde est la physique, en laquelle, après avoir trouvé les vrais principes des choses matérielles, on examine en général comment tout l'univers est composé, puis en particulier, quelle est la nature de cette terre et de tous les corps qui se trouvent le plus communément autour d'elle, comme de l'air, de l'eau, du feu, de l'aimant et des autres minéraux. Ensuite de quoi, il est besoin aussi d'examiner en particulier la nature des plantes, celle des animaux et surtout celle de l'homme, afin qu'on soit capable par après de trouver les autres sciences qui lui sont utiles. Ainsi toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à 3 principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Or, comme ce n'est pas des racines ni du tronc des arbres qu'on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie dépend de celle de ces parties qu'on ne peut apprendre que les dernières. Mais bien que je les ignore presque toutes, le zèle que j'ai toujours eu pour tâcher de rendre service au public est cause que je fis imprimer, il y a 10 ou 12 ans, quelques essais des choses qu'il me semblait avoir apprises. La première partie de ces essais fut un discours touchant la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, où je mis sommairement les principales règles de la logique et d'une morale imparfaite qu'on peut suivre par provision pendant qu'on n'en sait pas encore de meilleures. Les autres parties furent 3 traités, l'un de la dioptrique, l'autre des météores et le dernier de la géométrie. Par la dioptrique, j'eus dessein de faire voir qu'on pouvait aller assez avant la philosophie pour arriver par son moyen jusqu'à la connaissance des arts qui sont utiles à la vie, à cause que l'invention des lunettes d'approche, que j'ai expliquée, est l'une des plus difficiles qui ait jamais été cherchée. Par les météores, je désirais qu'on reconnût la différence qui est entre la philosophie que je cultive et celle qu'on enseigne dans les écoles où on a coutume de traiter de la même matière. Enfin, par la géométrie, je prétendais démontrer que j'avais trouvé plusieurs choses qui ont été ci-devant ignorées et ainsi donner occasion de croire qu'on en peut découvrir encore plusieurs autres afin d'inciter par ce moyen tous les hommes à la recherche de la vérité. Depuis ce temps-là, prévoyant la difficulté que plusieurs auraient à concevoir les fondements de la métaphysique, j'ai tâché d'en expliquer les principaux points dans un livre de méditation qui
qui n'est pas bien grand, mais dont le volume a été grossi et la matière beaucoup éclaircie par les objections que plusieurs personnes très doctes m'ont envoyées à leur sujet et par les réponses que je leur ai faites. Puis enfin, lorsqu'il m'a semblé que ces traités précédents avaient assez préparé l'esprit des lecteurs à recevoir les principes de la philosophie, je les ai aussi publiés, et j'en ai divisé le livre en 4 parties, dont la première contient les principes de la connaissance, qui est ce qu'on peut nommer la première philosophie ou bien la métaphysique. C'est pourquoi, afin de la bien entendre, il est à propos de lire auparavant les méditations que j'ai écrites sur le même sujet. Les 3 autres parties contiennent tout ce qu'il y a de plus général en la physique, à savoir l'explication des premières lois ou des principes de la nature, et la façon dont les cieux, les étoiles fixes, les planètes, les comètes, et généralement tout l'univers, est composé. Puis en particulier la nature de cette terre, et de l'air, de l'eau, du feu, de l'aimant, qui sont les corps qu'on peut trouver le plus communément partout autour d'elle, et de toutes les qualités qu'on remarque en ces corps, comme sont la lumière, la chaleur, la pesanteur, et semblables choses. Au moyen de quoi je pense avoir commencé à expliquer toute la philosophie par ordre, sans avoir omis aucune des choses qui doivent précéder les dernières dont j'ai écrit. Mais afin de conduire ce dessin jusqu'à la fin, je devais ci-après expliquer en même façon la nature de chacun des autres corps plus particuliers qui sont sur la Terre, à savoir des minéraux, des plantes, des animaux et principalement de l'homme. Puis enfin traiter exactement de la médecine, de la morale et des mécaniques. C'est ce qu'il faudrait que je fisse pour donner aux hommes un corps de philosophie tout entier. Et je ne me sens point encore si vieille, je ne me défie point tant de mes forces, je ne me trouve pas si éloigné de la connaissance de ce qui reste que je n'osasse entreprendre d'achever ce dessin, si j'avais la commodité de faire toutes les expériences dont j'aurais besoin pour appuyer et justifier mes raisonnements. Mais voyant qu'il faudrait pour cela de grandes dépenses auxquelles un particulier comme moi ne saurait suffire s'il n'était aidé par le public, et ne voyant pas que je doive attendre cette aide, je crois devoir dorénavant me contenter d'étudier pour mon instruction particulière, et que la postérité m'excusera si je manque à travailler désormais pour elle. Cependant, afin qu'on puisse voir en quoi je pense lui avoir déjà servi, je dirai ici quels sont les fruits que je me persuade qu'on peut tirer de mes principes. Le premier est la satisfaction qu'on aura d'y trouver plusieurs vérités qui ont été ci-devant ignorées. Car bien que souvent la vérité ne touche pas tant notre imagination que font les faussetés et les feintes, à cause qu'elle paraît moins admirable et plus simple, toutefois le contentement qu'elle donne est toujours plus durable et plus solide. Le second fruit est qu'en étudiant ces principes, on s'accoutumera peu à peu à mieux juger de toutes les choses qui se rencontrent et ainsi à être plus sage, en quoi ils ont un effet contraire à celui de la philosophie commune, car on peut aisément remarquer en ceux qu'on appelle pédants qu'on les rend moins capables de raison qu'ils ne seraient s'ils ne l'avaient jamais apprise. Le troisième est que les vérités qu'ils contiennent, étant très claires et très certaines, ôteront tout sujet de dispute et ainsi disposeront les esprits à la douceur et la concorde, tout au contraire des controverses de l'école qui, rendant insensiblement ceux qui les apprennent plus pointilleux et plus opiniâtres, sont peut-être la première cause des hérésies et des dissensions qui travaillent maintenant le monde. Le dernier et le principal fruit de ces principes est qu'on pourra, en les cultivant, découvrir plusieurs vérités que je n'ai point expliquées, et ainsi, passant peu à peu des unes aux autres, acquérir avec le temps une parfaite connaissance de toute la philosophie et monter au plus haut degré de la sagesse. Car, comme on voit en tous les arts que, bien qu'ils soient au commencement rudes et imparfaits, toutefois à cause qu'ils contiennent quelque chose de vrai dont l'expérience montre les faits, ils se perfectionnent peu à peu par l'usage, ainsi, lorsqu'on a de vrais principes en philosophie, on ne peut manquer en les suivant de rencontrer parfois d'autres vérités, et on ne saurait mieux prouver la fausseté de ceux d'Aristote qu'en disant qu'on n'a su faire aucun progrès par leurs moyens depuis plusieurs siècles qu'on les a suivis. Je sais bien qu'il y a des esprits qui se hâtent tant et qui usent de si peu de circonspection en ce qu'ils font, que même ayant des fondements bien solides, ils ne sauraient rien bâtir d'assuré. Et,
Parce que ce sont d'ordinaire ceux-là qui sont les plus prompts à faire des livres, ils pourraient en peu de temps gâter tout ce que j'ai fait et introduire l'incertitude et le doute en ma façon de philosopher, d'où j'ai soigneusement tâché de les bannir si on recevait leurs écrits comme miens ou comme remplis de mes opinions. J'en ai eu depuis peu l'expérience en l'un de ceux qu'on a le plus cru me vouloir suivre et même duquel j'avais écrit en quelque endroit que je m'assurais tant sur son esprit que je ne croyais pas qu'il eût aucune opinion que je ne voulusse bien avouer pour mienne, car il publia l'année passée un livre intitulé Fundamenta Physicae, où, encore qu'il semble n'avoir rien mis touchant la physique et la médecine qu'il n'ait tiré de mes écrits, tant de ce que j'ai publié que d'un autre encore imparfait touchant la nature des animaux qui lui est tombé entre les mains, toutefois, à cause qu'il a mal transcrit et changé l'ordre et nié quelques vérités de métaphysique, sur lesquelles toute la physique doit être appuyée, je suis obligé de le désavouer entièrement et de prier ici les lecteurs qu'ils ne m'attribuent jamais aucune opinion, s'ils ne la trouvent expressément en mes écrits, et qu'ils n'en reçoivent aucune pour vraie ni dans mes écrits ni ailleurs, s'ils ne la voient très clairement être déduite des vrais principes. Je sais bien aussi qu'il pourra se passer plusieurs siècles avant qu'on ait ainsi déduit de ces principes toutes les vérités qu'on en peut déduire, parce que la plupart de celles qui restent à trouver dépendent de quelques expériences particulières qui ne s'en rencontreront jamais par hasard, mais doivent être cherchées avec soin et dépense par des hommes fort intelligents, et parce qu'il arrivera difficilement que les mêmes qui auront l'adresse de s'en bien servir aient le pouvoir de les faire, et aussi parce que la plupart des meilleurs esprits ont conçu une si mauvaise opinion de toute la philosophie, à cause des défauts qu'ils ont remarqués en celle qui a été jusqu'à présent en usage, qu'ils ne pourront pas s'appliquer à en chercher une meilleure. Mais si, enfin, la différence qu'ils verront entre ces principes et tous ceux des autres, et la grande suite des vérités qu'on en peut déduire, leur fait connaître combien il est important de continuer en la recherche de ces vérités, et jusqu'à quel degré de sagesse, à quelle perfection de vie, à quelle félicité elles peuvent conduire, j'ose croire qu'il n'y en aura aucun qui ne tâche de s'employer à une étude si profitable, ou du moins qui ne favorise et veuille aider de tout son pouvoir ceux qui s'en emploieront avec fruit. Fin de la lettre préface des principes de la philosophie.